Voilà, c'était donc Mad Max 2 avec Mel Gibson, un film que nous avons choisi pour introduire un débat sur la violence à la télévision. Vous allez nous dire très rapidement ce que vous en pensez, si c'est vraiment cette violence-là qui fait peur et qu'il faudrait éventuellement éviter à cette heure-ci sur l'antenne. Nous avons pour en parler ce soir autour de nous Ségolène Royal, qui a écrit, comme je vous le montrais tout à l'heure, le livre Ras-le-bol des bébés à peur, qui est plutôt partisan d'une réglementation de la diffusion de la violence à la télévision. Alain Ayart, directeur des programmes à la RTBF, monsieur Jacques-Philippe Leyens, qui est psychosociologue, André Weiss, qui est le président de la Ligue contre la censure, donc il devrait ne pas avoir d'avis particulier sur les programmations, et Viviane Godefroy, qui dirige les programmes à RTL TVI, et le docteur Éric Chevalier, qui est pédiatre et spécialisé dans ces problèmes de médias au Centre international de l'enfance. Alors, bon, première question, Ségolène Royal, je vous la pose. En France, on sait qu'il y a une espèce de code de bonne conduite qui a été signé entre quelques chaînes pour ne pas passer certains films à 20h. Alors, à votre avis, est-ce qu'on pouvait passer Mad Max 2 à 20h? Je crois que la France n'est pas un modèle de toute façon en ce domaine-là. Moi, plutôt non. Ma réponse est plutôt non. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une formidable incohérence. C'est-à-dire que ce film est interdit au moins de 16 ans et il passe à 20h à la télévision. Donc première incohérence qu'il faut régler. Soit il faut supprimer les interdictions moins de 16 ans, soit à ce moment-là il faut quand même une certaine harmonisation. Plutôt non, parce que c'est quand même un film extrêmement violent et que s'il peut quand même intéresser des grands adolescents, je pense que les jeunes de 15-17 ans doivent être des fanats de ce genre de film où il y a beaucoup d'effets spéciaux. Il faut quand même pas oublier qu'à 20h, il y a un enfant sur deux âgé de 8 ans devant la télévision. Alors peut-être qu'il n'a rien à y faire et que l'école étant, il devrait se coucher au lieu de regarder la télévision, mais c'est quand même un fait. Et puis dernière chose, je crois aussi qu'il faut quand même souligner une autre hypocrisie, c'est que même si on évite ce genre de film, il y a aussi bien pire. Il y a des téléfilms policiers américains qui sont bien pires que cela, avec une violence beaucoup plus racoleuse. Il y a des dessins animés japonais qui passent l'après-midi et qui sont probablement aussi violents. Donc je crois que c'est une réflexion d'ensemble sur ce problème qu'il faut faire et pas se focaliser sur un certain film. Mais encore une fois, plutôt non, ou alors peut-être en supprimant certaines scènes, et là on tombe sur une question de fond, comment les choisir, mais pourquoi pas? Je pense qu'il faut viser à la télévision, avoir des programmes qui s'adressent à l'ensemble de la famille à 20h30. Bien, vous faites déjà d'une certaine manière le tour de la question, il ne faut pas passer ce genre de film, ou bien il faut couper dedans, ou bien il y a pire que cela. Bon, Alain Ayart, le directeur de nos programmes, ce film est passé à 20h chez nous, qu'est-ce que vous en pensez? Non, alors, vous l'avez découvert là? Il y a une chose qui me fait bondir, c'est couper dedans. Ah oui. Bon, je conçois qu'on puisse faire un choix, on va en discuter longuement, je pense ce soir, est-ce qu'il faut le diffuser tard, tôt ou... Mais couper dedans, alors non, là je crois qu'à peu près l'unanimité se fait pour dire que couper dans les films, en tout cas la plupart des créateurs, bien entendu, mais aussi des diffuseurs de programmes s'y refusent. Effectivement, en France, Antenne 2, à l'initiative d'Antenne 2, on a tenté, on peut en parler tout à l'heure parce que c'est pas aussi évident que ça, d'établir un code de bonne conduite. En Belgique, ma foi, en Belgique, le ministre-président de la communauté française, à travers le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, puisque nous en avons un aussi, vient de lancer une réflexion là-dessus. Tous les spécialistes, moi j'ai assisté à une réunion d'ailleurs avec ma collègue Viviane Godefroy d'RTL, et tous les spécialistes qui étaient réunis là, spécialistes ça veut dire quoi? Ce sont des spécialistes de la diffusion, des chaînes de diffusion, ce sont des gens du milieu du cinéma dont on peut considérer que quelque part ils sont peut-être un petit peu intéressés à couper ou à ne pas couper, mais aussi les éducateurs, les formateurs, etc. L'unanimité se faisait pour dire: n'allons surtout pas à une réglementation trop stricte qui serait fatalement aux frontières de la censure et donc du ridicule. Couper, c'est fatalement la censure, et la censure, on le sait, dans tous les cas, est aux frontières du ridicule. Je crois que ça s'est passé en France, ça se passe aussi dans la réflexion ici, et alors là, vraiment, là, je suis contre. On s'est toujours refusé à couper dans les œuvres cinématographiques et de création en général. Et là, alors là, je suis franchement contre. Si on démarre le débat là-dessus... on va plutôt démarrer sur l'autocensure. Hein. On va y arriver certainement à la censure, en tout cas à la réglementation du passage des films. Mais bon, il faudrait savoir si nos téléspectateurs sont d'accord de se dire qu'à 20h, on peut passer Mad Max 2. Et alors là, je me tourne vers les téléphones. François Reckmans, quel genre de réaction avez-vous enregistré?
Plutôt des réactions agressives dans la grande majorité. Déjà. Agressives dans la grande majorité en disant, en dénonçant la violence des programmes, en tout cas aux heures où les enfants peuvent regarder la télévision. On nous a cité pêle-mêle des séries diffusées par exemple dans le Club Dorothée comme Les Chevaliers du Zodiaque, les films, les journaux télévisés, inadmissibles, impensables. Il faut arrêter de diffuser ce genre de programme. Alors peut-être pour donner quelques échos un peu plus précis de téléspectateurs, je parle d'adultes ici, les dessins animés ne prônent que la loi du plus fort, les émissions de télé ne sont axées que sur les rapports de force. Avant c'était le plus moral qui gagnait, maintenant c'est le plus violent. Alors il y a un petit parfum de nostalgie aussi chez pas mal de téléspectateurs, le rappel du bon vieux temps où il y avait des émissions pour jeunes comme Feu Vert. Je vois mes jeunes neveux fort influencés par la violence des dessins animés qui sont très violents, où il y a parfois des scènes où la sexualité est trop forte, cela interpelle des instincts déviants. Alors ce petit clin d'œil d'un téléspectateur, un architecte, Ducle, ne faudrait-il pas interdire le film Mad Max que nous venons de voir aux plus de 12 ans? Alors donnons aussi la parole aux jeunes, c'est assez intéressant. Là on entend comme l'écho inverse. Ainsi, Benjamin, 14 ans, les gens exagèrent, Mad Max n'est pas un film fort violent, il n'y a pas tellement de violence à la télévision, la véritable violence à la télé, ce sont les informations. Un autre étudiant de 14 ans, ce film est plaisant, si ça ne plaît pas aux autres, eh bien, ils n'ont qu'à changer de chaîne. Une fille de 9 ans, un garçon de 11 ans, il y a beaucoup trop de sang dans ce film, mais il est nul, cela ne me fait pas peur, cela n'existe pas. Alors, François, il y a une cassure entre le public adulte et le public enfant ou adolescent pour la critique de Mad Max? Oui, c'est tout à fait manifeste. Je vous cite encore juste le témoignage de Quentin, qui a 15 ans. Il ne faut pas faire tout un plat de cette violence que l'on voit à la télévision. On se rend compte que ce que l'on regarde, ce n'est pas cela qui nous influence, tandis que les adultes, manifestement, redoutent l'influence de programmes violents pour les enfants. Bien, la peur des adultes, je crois que c'est vraiment le cœur de notre débat. Professeur Leyens, vous étudiez l'action, l'influence du spectacle agressif sur le comportement. Est-ce qu'on peut scientifiquement dire qu'il y a un lien entre le fait de regarder un spectacle violent et le fait de l'être ou de le devenir? Bien, quand il y a un effet, c'est un effet négatif, dans le sens que surtout les enfants vont apprendre de nouvelles façons d'être violents, ils vont imiter ce qu'ils voient à l'écran, ça c'est un effet. Le second effet, c'est un effet d'instigation générale. Quand vous voyez quelqu'un bâiller, vous bâillez également. Quand vous voyez quelqu'un être agressif, vous avez tendance à être agressif. Mais on ne va pas tous lancer des boomerangs sanglants. Non, mais attendez, comment dire, il y a un troisième effet qui est la peur de la répression, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes trouvant justement qu'il y a trop de violence, croient que ça se passe comme ça dans la rue, et donc réclament davantage de policiers, de gendarmes. Mais il est évident que tous les films ne vont pas avoir ce genre d'effet. Et que le film de ce soir, par exemple, pour moi, je n'ai pas l'impression qu'il va avoir un effet sur les spectateurs, dans la mesure où c'est vraiment de la fiction poussée à l'extrême, on ne croit pas. Et je ne crois pas, par exemple, que des jeunes puissent s'identifier avec les héros qui ont été montrés à l'écran. Pas assez réaliste, à votre avis? Pardon? Une violence qui n'est pas réaliste. Qui n'est pas assez réaliste pour avoir des effets. Vous savez que c'est le journal télévisé qui a le plus d'effets. Mais maintenant, si on parle de quantité de violence, le journal télévisé ne correspond qu'à 3% de la violence qui est montrée en général à la télévision. Mais c'est la violence qui a le plus d'effet, peut-être grâce à Dieu d'ailleurs. Ça, c'est une appréciation. Mais, docteur Chevalier, bon, il y a eu pendant tout un temps, c'était la même polémique à propos des jouets guerriers. On a dit qu'il faut donner des jouets guerriers aux enfants, ça leur permet de se défouler. Bon, qu'ils regardent des spectacles violents, après tout, les contes de fées le sont aussi énormément. Ça a un effet catharsis, enfin un effet inverse. Est-ce qu'on le pense encore aujourd'hui? On le pense de moins en moins. C'est vrai qu'aux États-Unis, pendant quelques années, on a avancé l'idée de cette fameuse catharsis, justement. C'est-à-dire que plus je regarde de spectacles violents, et moins je risque de devenir violent parce que ça m'immunise en quelque sorte contre la violence. En fait, les gens qui ont promu cette idée en sont revenus aujourd'hui et plus beaucoup de gens aujourd'hui sont d'accord pour dire que la catharsis existe vraiment. Je crois que, comme on vous le disait très bien tout à l'heure, il est clair que
je ne vais pas être violent forcément si je vois un spectacle violent. Il n'empêche que probablement ça va s'intégrer comme un des facteurs qui pourront éventuellement me faire avoir un comportement violent, soit demain, soit à plus long terme. Mais enfin, scientifiquement, est-ce qu'on peut prouver cela? Non. Est-ce que ce n'est pas une mode? Non, je crois que ce n'est pas une mode. C'est vrai qu'on n'a pas de réponse définitive. Personne ne peut dire aujourd'hui il y a un effet direct d'incitation à la violence quand je regarde une émission violente. En revanche, ce que de plus en plus de travaux semblent montrer, c'est que c'est un facteur de risque d'apparition des comportements violents. Si vous voulez une petite comparaison, il est probable que toute l'éducation, elle sert en fait à mettre progressivement des barrières à nos pulsions pour qu'on puisse s'intégrer dans le corps social. Et il semblerait, d'après les études notamment britanniques, que l'exposition fréquente, répétée à des images violentes semble grignoter ces barrières progressivement. Alors c'est vrai que l'effet ne va pas être forcément immédiat, mais il est probable que ça va s'intégrer comme un des facteurs qui peut-être à terme peut aboutir à des comportements violents. Vous voulez dire par là qu'en fait la télévision a un effet négatif et ronge ce que l'éducation pourrait induire chez l'enfant, Ségolène? Oui, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je crois que c'est évident que la télévision violente a un effet sur les comportements. Je veux dire, comment nier ça aujourd'hui? Alors je veux bien qu'on l'emballe dans des considérations médicales, psychologiques. C'est vrai qu'il n'y a pas la certitude, c'est vrai que la psychologie n'est pas une science exacte, mais comment nier que la violence n'a pas d'effet sur les enfants? Enfin, il suffit de mettre des enfants devant un spectacle de violence, ils se tapent dessus après, et on les met devant un spectacle esthétique ou de beauté ou de sport, ben, ils miment ce qu'ils voient. Enfin, les enfants n'ont pas attendu, je me fais l'avocat du diable, ils n'ont pas attendu la télévision pour se battre. Oui, mais le problème c'est qu'il y a une accumulation fantastique, hein. Vous l'aviez dit tout à l'heure, aujourd'hui il y a 7000 crimes par an. Je crois que la privatisation des chaînes a quand même entraîné une accélération du processus de la violence. Et on parlait tout à l'heure du problème des scènes les plus dures dans un film. Le film qu'on vient de voir, il y a quand même des scènes très très dures, hein. Il y a un viol quand même très dur, il y a des assassinats quand même très durs, et bien souvent les films et surtout les téléfilms choisissent exprès 1, 2, 3, 4 scènes très violentes pour ensuite faire les bandes annonces qui racolent. Donc il y a quand même la naissance de toute une violence racoleuse qui transforme le téléspectateur en voyeur. On bombarde des images violentes à des téléspectateurs qui n'ont pas forcément choisi de les recevoir. Et je trouve que la télévision n'informe pas assez sur les spectacles qu'elle donne. Et dans mon livre, c'est une des propositions que je fais. Au moins que l'on informe sur le contenu des programmes. Par exemple, au cours de ce téléfilm, vous allez voir 2 viols, 3 assassinats, du trafic de drogue. Mais alors il n'y a plus de suspense, hein? Oui et non, parce que justement la Commission nationale de contrôle là, qui avait fait le bilan donc, du programme des chaînes et disait il y a certains soirs où le téléspectateur n'a aucun choix d'un spectacle non violent. Ça, c'est quand même extrêmement grave. C'est-à-dire que les téléspectateurs, il ne fait pas forcément le choix de voir de la violence. Et je trouve qu'à notre époque où on a des magnétoscopes, on peut voir ce que l'on veut, je trouve qu'il faut être d'autant plus exigeant à l'égard de la télévision parce qu'on est en droit de recevoir quelque chose justement qui est choisi, qui est sélectionné et sur lequel une équipe a réfléchi et non pas n'importe quoi qu'on achète au kilo dans les supermarchés des marchands d'images. Oui, mais d'où la concurrence justement des cassettes vidéo, parce que si vous passez des programmes qui sont un petit peu rasoirs dans les télévisions, bien, vous allez avoir le succès des films violents. C'est pour ça qu'il y a un équilibre très subtil dans la vidéo. Tout à fait. Eh bien, Godefroy, je voudrais quand même vous allez réagir à ce que vient de dire Ségolène Royal en disant c'est la télévision privée. Ce n'est pas la première fois que j'entends ça. C'est la télévision privée qui a introduit cette escalade de violence dans les télévisions. Il y a deux choses auxquelles je voudrais bien réagir après ce que vient de dire Madame Royal. Il y a tout d'abord, c'est que si tous les soirs on annonçait dans les programmes le nombre de viols, le nombre de crimes et le nombre de meurtres qu'il allait y avoir, c'est le même effet, je pense, que le carré blanc, c'est-à-dire qu'il y aurait peut-être beaucoup plus de téléspectateurs. Parce que ce qu'il faut voir, lorsqu'on regarde à froid les chiffres d'audience, c'est qu'il y a quand même un choix énorme du téléspectateur pour ces programmes violents. Et je mettrai ma main à parier que ce soir, la RTBF bat des records d'audience avec Mad Max. On verra quoi demain. Oui. Mais là, je crois que c'est... Bon, ça c'est une chose. Alors, l'éclosion de télévision privée, je crois que c'est peut-être la course à l'audience, mais ce n'est pas nécessairement la course à la violence. Je crois que c'est la course à l'audience dans laquelle d'ailleurs les chaînes publiques, c'est ce qui se passe d'ailleurs sur notre marché, sont confrontées également. Donc ce n'est pas quelque chose de typique aux chaînes privées. Et si on prend le problème de la violence, d'abord chez nous à RTL TVI, on a fait une scission très nette entre ce qui étaient les programmes pour enfants et les programmes en général, en disant que la violence, on ne se l'interdit pas sur l'antenne, mais on a des créneaux horaires.
C'est-à-dire que l'on considère, on a un horaire un petit peu particulier, je vous l'explique puisque vous ne voyez pas RTL TVI en France, on a des films qui commencent à 20h, d'autres qui commencent à 21h, 21h15. Donc a priori un film comme Mad Max, on a d'ailleurs diffusé le Mad Max 1, donc on n'est pas plus catholique que le pape comme on dit, a été diffusé à 21h15 parce que d'après les courbes d'audience, les enfants de 8 à 14 ans commencent à se coucher normalement à 21h15. En ce qui concerne les programmes pour enfants, nous, on a décidé d'avoir une programmation, on peut faire deux choses. On peut faire face à des programmes pour enfants violents, on peut faire deux choses. On peut faire la course à la violence, donc programmer plus violent que les autres, ce qui doit certainement exister. On peut faire aussi ce qu'on appelle de la contre-programmation. Bon, ça c'est à long terme, c'est-à-dire que la course à l'audience n'est pas nécessairement gagnée sur le champ. Parce qu'il est vrai que Dorothée, avec ses programmes violents, est aussi très regardée par les enfants. Nous, on a pris le chemin inverse, et dès que Dorothée est arrivée sur les écrans, elle s'est vue sur les écrans de TF1 par le câble en Belgique, on a fait un contrat avec Walt Disney. On a diffusé des programmes Disney. On a diffusé des vieilles séries, du genre La Petite Maison dans la Prairie, du genre Mon Ami Ben, qui sont des séries familiales, grand public. Et donc, on a pris le choix de la contre-programmation pour les enfants. Et ça marche ? Et maintenant, ça marche. Et maintenant, ça marche. Mais c'est sûr que ce n'est pas du jour au lendemain. Du jour au lendemain, les enfants n'ont pas zappé sur le produit soft contre le produit japonais violent. Ça, c'est clair. C'était un pari à long terme. Et c'est un pari que nous, on a pris, en tout cas, au niveau des enfants. Je voudrais poser la question à M. Lezen. Bon, manifestement, dans les premières réactions au film, il y a une cassure très nette entre les spectateurs jeunes et les adultes qui, d'abord, ne sont pas nés avec la télévision, avec ces dessins animés-là, etc. Est-ce que vous pensez justement que c'est finalement une question d'adaptation et de jugement par rapport au programme qui est présenté. Le fait que nous soyons effrayés par les dessins animés japonais n'empêche pas que finalement le petit poussé c'est quelque chose d'abominable. C'est très probablement le cas qu'il y a une vision complètement différente de la part des adolescents de notre part. Nous, on regardait bien Robin des Bois, Ivanhoé, Ben-Hur, etc. Ou je ne sais pas qui, tantôt soulignait le problème des marionnettes. Mais donc, c'est vraiment la signification qui importe. Alors, le paradoxe, c'est peut-être que les adultes seront plus violents après ce film que des adolescents, dans la mesure où ils attribueront une signification violente à ce qu'ils voient. Et que l'adolescent, pour lui, c'est un jeu, c'est un spectacle, et il prend cela comme cela vient. Donc, c'est d'ailleurs... Bon, dans les expériences que vous avez faites, qu'est-ce que vous avez constaté? Si vous mettez des enfants devant un film style dessin animé style Candy et puis de l'autre côté Goldorak, est-ce que les enfants seront différents après? Plus le degré de réalisme augmente, plus vous aurez des réactions. C'est pour ça que si vous présentez exactement les mêmes scènes, mais vous prévenez les enfants que, attention, vous allez peut-être reconnaître des acteurs, donc ils savent que c'est de la fiction. Ou bien, attention, c'est un extrait de journal télévisé, vous allez avoir des réactions différentes. Les enfants vont se montrer plus violents en croyant avoir vu des extraits d'actualité que lorsqu'ils ont vu... réelles. Oui, oui. Parce qu'ils attribuent une signification violente à cela. Et c'est pour ça que je crois qu'il peut y avoir ce décalage dans les spectateurs, que les spectateurs à partir d'un certain âge qui ne sont pas habitués à ce type de violence-là, mais pour eux, ça leur parle, ça les choque, ça les révolte. Les adultes qui sont choqués. Oui. Bien, nous sommes appelés au téléphone, peut-être que ça va relancer le débat. Oui, Françoise, beaucoup de téléspectateurs s'interrogent sur les conséquences du passage de films violents à la télévision. Alors, est-ce qu'il faut vraiment accuser la télévision de tous les maux? Je vous cite le témoignage d'un restaurateur de meubles de Theux. Le grand banditisme provient de la télévision, c'est triste pour les enfants. On ne voit plus à la télé que de la débauche, du sang, de la tuerie, tout ce qu'il y a de plus mauvais sur Terre. Une éducatrice nous signale que le lendemain d'un film où une voiture est attaquée par des motards, eh bien, il arrive qu'une femme, c'est un témoignage, une femme a été agressée de la même façon, donc elle a manifestement vécu ou appris cette nouvelle. Bref, quel est l'impact de ce genre de violence sur la société? La société est-elle devenue plus violente depuis que ce genre de film existe? Alors on s'interroge aussi sur les conséquences sur la personnalité des jeunes et des enfants. Le lendemain d'un film violent, nous dit une éducatrice, les enfants sont très agressifs, ils s'identifient aux personnages,
d'autant qu'ils ne peuvent pas toujours distinguer fiction et réalité, et les parents eux-mêmes ne perçoivent pas que les films ne sont pas toujours adaptés au conscient de l'enfant. Les jeunes essayent de s'identifier aux héros des films, alors est-ce qu'ils n'acquièrent pas inconsciemment une grande agressivité qui les quittera difficilement plus tard? On s'interroge aussi sur le danger pour le sens moral. C'est malheureux pour les enfants de faire des héros à partir de criminels, et aussi sur l'équilibre personnel. Est-ce que ce genre de scène ne peut pas le détruire? Ségolène Royal, on a fait un résumé de votre livre, hein, pratiquement, quoi. Je ne trouve pas que la télévision soit non plus le bouc émissaire au malheur de ce temps. Vous dites tout ça, vous l'écrivez. Bon. Je crois que pour répondre à ces différentes questions, je pense qu'il y a 3 effets négatifs d'une télévision violente sur les jeunes et sur les adultes. D'abord, c'est l'agressivité. Je crois que ça, c'est clair, hein, ça a été montré. Je cite une étude suédoise où on a observé pendant une dizaine d'années un effectif de 20% des classes qui regardent la télévision en moyenne plus que les autres enfants. Et ce qui en ressort, c'est 3 types de nuisances. C'est d'abord l'agressivité, c'est-à-dire des enfants qui deviennent asociaux, qui ne sont plus capables de lier des liens d'amitié, qui n'entretiennent que des rapports de force avec leurs petits copains à l'école. Il y a l'anxiété, souvent chez les filles, parce qu'elles réagissent souvent de façon différente, elles ont peur. Et bien souvent, d'ailleurs, il faudrait dire beaucoup de choses sur les personnages féminins, qui sont souvent les victimes des films, y compris dans les dessins animés, ce qui crée une anxiété. C'est-à-dire que les enfants font beaucoup de cauchemars. Et ça, les enseignants constatent aussi que les enfants qui font le plus de cauchemars sont les enfants qui regardent beaucoup la télévision. Donc un repli sur soi, une anxiété, et parfois les 2 mêmes phénomènes chez le même enfant, tantôt agressif, tantôt replié sur lui-même. Et puis une 3e nuisance qui est la perte de la capacité de concentration. C'est-à-dire que les enfants qui regardent beaucoup la télévision ou qui sont très choqués par ce qu'ils voient n'arrivent plus à se concentrer. C'est-à-dire que le monde de l'image n'est pas le même que le monde scolaire, que le monde de l'apprentissage assez lent. Ce n'est pas le même rythme d'apprentissage. Et donc ces enfants-là ont beaucoup de mal à se concentrer à l'école. Oui, là, on pourrait parler, docteur Chevalier, de ce qu'on a appelé comment la maladie du zapping aux Oui, on appelle ça le zapping disease. Et ça a été décrit par les Américains qui semblent constater une diminution très importante de la capacité de concentration depuis l'arrivée du zapping et chez les enfants qui zappent. Alors, pour reprendre peut-être ce qu'on disait depuis tout à l'heure, quand vous disiez il y a une fracture entre les adultes et les adolescents, c'est pas sûr, et c'est un peu ce que disait Ségolène Royal. Vous avez vu qu'aucune fille n'a appelé pour dire que finalement c'était de bons films, enfin c'était un bon film, ça allait, etc. Il y a une fille qui a appelé, une jeune de 9 ans, si j'ai bien compris tout à l'heure, en disant qu'il y avait trop de sang, que ça lui plaisait pas, etc. Bon, qu'elle n'y croyait pas, mais que ça lui plaisait pas. Je crois qu'il faut peut-être faire attention en disant que ça plaît aux adolescents, mais ça plaît pas aux adultes, ça plaît peut-être pas aux filles adolescentes et peut-être éventuellement aux garçons. Oui, mais on peut choisir quand même quand on regarde quelque chose. Non, on peut choisir si vous avez ailleurs sur les autres chaînes de quoi choisir. C'est l'une des interrogations. Quant aux effets, pour revenir tout à l'heure à ce qu'on disait, quand vous posiez la question, est-ce qu'il y a une certitude scientifique? La réponse est non. Parce qu'effectivement, comme on le disait, ce sont des sciences qu'on appelle... Là, vous provoquez la colère de M. Lezen quand vous dites qu'il n'y a pas de certitude scientifique. Non, je crois qu'il y a une certitude scientifique au stade actuel. On ne peut pas dire, on ne peut pas prévoir que telle personne va réagir après la vision de ce film-là. Mais M. Météo ne peut pas prévoir qu'il va pleuvoir tel jour, à telle heure, sur le toit de ma maison. Et on ne va pourtant pas dire que ce n'est pas là une science. Mais si vous voulez, on parle de statistiques et sur l'ensemble, là, il faut bien constater. Mais évidemment, on ne peut pas dire telle personne. Voilà. Bon. C'est ça le constat, c'est qu'effectivement, globalement et sur les grands nombres, on constate que c'est ce qu'on appelle un facteur de risque de. Bon. Et ça, c'est une définition scientifique très claire. Alors, bon, on parlait de la maladie du zapping, là, le zapping disease. Est-ce que les enfants zappent, ils croient qu'ils ont envie de zapper à l'école, c'est ça? Ils ont envie un peu de zapper à l'école, c'est un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire que quand le programme les fatigue un peu, c'est-à-dire quand le cours les fatigue un peu, ils ont envie de zapper. Ils ont du mal à se concentrer. Ça, c'est absolument clair. Et je crois que ça a été parfaitement bien décrit. Est-ce que c'est le seul facteur de cette diminution de concentration? Probablement pas, mais c'en est un et un non négligeable. Je crois vraiment. Quand on parlait tout à l'heure des émissions violentes, il est clair qu'il y a un effet sur le sommeil très important. Et quand on parlait de cauchemar, il y a quelque chose peut-être de plus grave, c'est que c'est dans la période de sommeil paradoxal, ce qu'on appelle la période de sommeil paradoxal, celle où on rêve, et probablement celle où on mémorise les choses. Et on sait que les images violentes perturbent le sommeil paradoxal. C'est probablement l'explication du fait de l'augmentation des cauchemars. Et ce qui est encore plus grave, c'est que c'est probablement aussi le fait d'une perte de capacité de mémorisation, si c'est bien la période où on mémorise. Ah oui, c'est tout à fait dramatique ce que vous expliquez là sur la santé des enfants alors. C'est assez, je crois qu'il faut remettre les choses à leur place, il ne faut pas non plus penser que la télé est quelque chose qui est en train de détruire totalement les enfants et les adolescents, mais il est clair qu'il y a des effets négatifs qu'on a plus ou moins bien individualisés aujourd'hui.
Il y a aussi, bon, vous avez étudié les effets physiques. Bon, est-ce qu'on peut donner un conseil aux parents en leur disant on peut regarder la télévision 1 heure, 2 heures, une demi-heure par jour? Bon. Je crois que ce n'est pas la durée qui est le plus important. C'est clair que si on passe 4 ou 5 heures devant la télévision, c'est vrai qu'on ne fait plus d'autres choses, on n'a plus, etc. Donc, mais le problème, c'est la difficulté de savoir combien de temps exactement. Je crois que pour être raisonnable, on peut dire que 2 heures de télévision par jour, ça paraît être une dose à peu près satisfaisante. Mais je crois que ce qui est beaucoup plus important, selon des critères qui sont principalement la répartition du temps de l'enfant. Et ce qu'on peut appeler la gestion du temps de l'enfant. Donc c'est un critère social, c'est pas du tout un critère médical ou un... C'est en partie un critère médical aussi, puisqu'on sait que la télé a des effets physiques aussi, donc c'est en partie aussi. Quel genre? Vous avez parlé du sommeil, mais... Oui, on a parlé du sommeil qui est quand même très important. On sait que ça diminue le temps de sommeil, on sait que ça abîme le sommeil paradoxal, on sait que ça diminue, ça allonge le temps d'endormissement, c'est-à-dire que les enfants ont du mal à s'endormir. Ça a des effets physiques qui sont là plus anecdotiques, mais pas négligeables sur la prise de poids. Oui. C'est-à-dire que regarder la télé, ça fait grossir, voilà, parce que d'abord, effectivement, oui, ce qu'on a appelé effectivement les patates de la télé, oui, les Américains, créées par les Américains, oui. C'est-à-dire qu'on grossit parce que d'abord on mange tout le temps, et puis on a de moins en moins d'exercice physique. Et comme on a de moins en moins d'exercice physique, on reste de plus en plus devant la télé, et comme on reste de plus en plus devant la télé, on a de moins en moins d'exercice, et statistiquement, une nouvelle fois, il faut être très prudent, statistiquement, on constate que les gens sont un peu plus gros quand ils regardent beaucoup la télé. Voilà. C'est l'horreur absolue. C'est l'horreur absolue. Non, nous ne nous rendons pas compte de immense mauvaise action. Ah, mais je crois qu'il faut remettre ça à sa place. Ce sont des études qui donnent quelques éléments. Cela dit, vous savez, la lecture, si on était au moment où on invente le livre, il est clair que le livre, c'est pas bon non plus pour certains effets. Lire, ça empêche d'aller travailler au champ ou d'aller se promener. Deuxièmement, ça fait mal aux yeux. Troisièmement, éventuellement, ça prend du temps qu'on ne peut pas consacrer à autre chose. Donc il est clair que tout ça fait mal au dos quand on est mal installé, ça peut faire peur. Donc il est clair que toute innovation technologique a forcément des effets négatifs et des effets positifs. Je crois qu'il faut connaître les effets négatifs et puis essayer de maximiser les effets positifs. Oui, alors il y a un téléspectateur qui a parlé du danger pour le sens moral. Alors là, c'est donc le danger de ce que la télévision peut donner comme représentation du monde à la jeunesse. Bon, alors vous réagissez là, hein, oui, je réagis. Ah, bon. Je réagis absolument parce que j'ai vraiment l'impression que depuis de trop nombreuses minutes, on est en train de juger la télévision comme ce pelé, ce galeux, d'où nous vient tout le mal. J'aime beaucoup les gens qui réfléchissent, qui sont des scientifiques de laboratoire en chambre et sur le terrain. Je les respecte et je les écoute avec beaucoup d'intérêt. Vous visez personne, là. Je ne vise personne. Et c'est vrai que toutes les réflexions qui sont faites comportent une part de vérité. Mais il faut vraiment être sur le terrain. Il faut se dire que la télévision elle ne date pas d'aujourd'hui. Je suis très étonné que pour la première fois, il y ait une sorte de consensus qui se fasse entre 3 personnes qui sont ici sur ce plateau pour découvrir que la télévision c'est vraiment néfaste. Mais je me demande tout de même si on ne doit pas se poser la question, 2 questions. D'abord, qui fait la télévision et pourquoi? 1. 2. Et se poser la question de savoir qui sont les premiers responsables, puisqu'il semble qu'on se pose au niveau de l'enfance. La première question est la suivante. Quelle télévision et pourquoi? Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a essayé de faire des programmes pour les enfants. D'ailleurs, on n'en fait plus dans nos télévisions. Dans nos télévisions européennes, on ne pense plus à faire des films et des programmes et produire des séries pour les enfants. J'ai à la mémoire, moi, les merveilleuses séries de Marion, Bébé Antoine. Oui, c'est extraordinaire. Ça a fait le bonheur de toute une génération. Et vous critiquez la télévision aussi, c'est extraordinaire. Je ne critique pas la télévision, non. Au contraire, j'apporte ma pierre. Vous critiquez la télévision et vous êtes en train de dire que c'est les nostalgiques de Bébé Antoine. Oui, et de Bonhomme et Lapin, d'autres séries. Et beaucoup de gens en parlent aujourd'hui. J'ai fait l'expérience, moi, sur de la pellicule 16 mm, de projeter Bébé Antoine dans mes bureaux avec des enfants. Et croyez-moi, c'est tout à fait à leur niveau si je parle des petits-enfants. Mais on ne fait rien pour les enfants. Ça, c'est une chose. On ne produit pas pour les enfants. C'est une question d'argent. Oh, vous savez, c'est pas ce type de production-là qui coûte très cher. Il faut avoir de bonnes marionnettes, de bons animateurs, des gens de talent, et voilà. Je sais que peut-être M. Naef n'est pas d'accord parce qu'il voit son carnet de banque fondre. Mais d'autre part, la seconde question que je me pose, c'est celle de la responsabilité des parents, qui sont tout de même les premiers à vous téléphoner, semble-t-il, avec tout de même une minorité, être une minorité à critiquer la télévision, puisque nos jeunes, nos téléspectateurs semblent ne pas être en accord avec les adultes qui ont téléphoné. Je crois que tout le monde en a été conscient, c'est pas tant. Mais la télévision est, paraît-il, une source de conflit familial, parce que ce que les enfants veulent regarder ne plaît pas toujours aux parents.
Non, ça c'est encore une tâche. On zappe, alors on passe d'un poste à l'autre. Et c'est aux parents à surveiller. Non, mais c'est aux parents tout de même à surveiller les premiers si les programmes des petits leur conviennent. Et d'abord, les parents sont-ils armés? Les parents sont au travail toute la journée. Ils ne sont peut-être pas armés, ce n'est pas tout à fait de leur faute. C'est un peu la faute de notre société. Frappons-nous la poitrine. Que voyons-nous? Dans quelle société vivons-nous? Soyons sérieux. Dans une société de violence que ne fait que refléter la télévision. Elle n'est qu'un reflet. La télévision est beaucoup plus violente que la réalité. Je voyais des chiffres, disons, à propos des crimes et des homicides, ça fait à peu près 14% des événements dans un feuilleton américain, alors que dans la réalité, ça fait 0,65%. Il n'y a pas autant de meurtres tous les jours que dans les séries américaines. Je me méfie de ces chiffres. Parce qu'en réalité, j'ai zappé moi aussi l'autre jour pendant 2 heures et je me suis rendu compte qu'on ne peut pas passer 3 minutes sur une chaîne, nous en avons 20 en Belgique, 20 ou 21 maintenant, sans voir un élément qui serait constitutif d'une interdiction, par exemple, devant la commission de contrôle des films cinématographiques. Mais vous êtes occupé aussi à critiquer la télévision? Pas du tout. Au contraire, je vole à son secours puisqu'on l'attaque. Mais... Je critique la société dans laquelle nous vivons. J'explique que trop de parents, et j'en connais pas mal, qui ne s'occupent pas assez parce qu'ils n'en ont pas le temps, parce qu'ils sont fatigués le soir et ne choisissent pas le programme qui semble convenir à leurs enfants. Et ce n'est pas la télévision qui est fautive, ce sont probablement les parents eux-mêmes qui sont fautifs, de n'être pas plus attentifs et de ne pas se donner le temps de choisir le programme qui convient à leurs enfants et à la tranche d'âge des enfants qu'ils ont à élever. Voilà ce que je veux dire. Mais oui. Oui, François? Mais oui, justement, parlons des parents, puisqu'André Weiss aborde ce thème. Sylvia, qui a 13 ans, nous explique que c'est à ses parents de choisir ce qu'elle peut regarder à la télé, même si elle trouve que les dessins animés sont trop violents. Plusieurs personnes nous disent que les parents sont inconscients de laisser leurs enfants devant la télé. Il faut sélectionner les programmes, éviter les programmes violents. Autre suggestion, faciliter les jeux des enfants, ce qui finalement les incite à ne pas regarder la télévision à longueur de soirée, donc veiller à créer des espaces de jeux supplémentaires. Alors une solution radicale de cette enseignante de Bruxelles, elle avait 2 petites filles de 7 et de 10 ans qui sont devenues très agressives en regardant la télévision. Son mari a tout simplement supprimé la télé depuis 1 an. Depuis, elles sont redevenues comme avant, dit-elle. Nous avons toujours le pouvoir de tourner le bouton. Eh bien, l'important, c'est d'éduquer les enfants, de leur donner des bases pour juger. En fait, dit cet indépendant de Braine-le-Comte, on peut tout laisser voir à la télé. Si les parents s'occupent assez de leurs enfants, eh bien, il n'y aura pas de problème. Si les parents trouvent que c'est violent, ils n'ont qu'à pas laisser leurs enfants regarder ce genre de film. Alors vous, Ségolène Royal, vous êtes une mère de famille, vous avez 3 enfants, vous êtes très consciente des problèmes de la télévision. Comment est-ce que vous réglez ça? D'abord, je pense qu'il ne faut surtout pas interdire la télévision parce qu'on fait de ces enfants des marginaux. C'est-à-dire qu'il y a un tel règne de la télévision dans les cours de récré que si les enfants ne peuvent plus la regarder, ils vont se sentir brimés, marginalisés et ils la regarderont 2 fois plus quand on n'aura plus le pouvoir de leur interdire. En revanche, il faut que la télévision soit une source de dialogue. Et c'est pour ça que la durée passée devant la télévision est capitale. Parce qu'un enfant qui regarde plus d'1 heure à télévision par jour, ça veut dire qu'il n'a aucun adulte avec qui parler. Et je crois qu'aujourd'hui, on vit un drame social dans nos sociétés riches, c'est la solitude des enfants. C'est-à-dire qu'ils sont seuls. La télévision, ça coûte 23 centimes de l'heure, c'est le prix de l'électricité. C'est donc une nourrice parfaite pour les enfants. Babysitting parfaite. En plus, on est sûr qu'ils ne bougent pas parce qu'ils sont fascinés par l'image. Et donc, les adultes sont quand même extraordinairement responsables. Et je crois que si la télévision est une source de dialogue, bon, on peut en faire quelque chose. Mais malheureusement, je crois qu'un des problèmes, c'est qu'il y a une inégalité terrible entre les enfants. D'abord, il y a une inégalité entre les enfants selon les milieux sociaux. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les enfants, un fils d'ouvrier, par exemple, regarde en moyenne la télévision 2 fois plus longtemps qu'un fils d'enseignant ou qu'un fils de cadre supérieur. Ensuite, les enfants qui vivent des conflits familiaux très pénibles fuient devant la télévision parce qu'ils fuient la douleur en fuyant devant la fiction, donc ils vont oublier leur chagrin devant l'image. Et puis ensuite, les enfants qui ne lisent pas aussi. Il y a une grande inégalité entre les enfants qui ont des livres à la maison et ceux qui n'en ont pas. Donc une inégalité culturelle très forte. Et c'est pour ça, je crois qu'il faudrait que la télévision aussi donne un mode d'emploi
Et au fond, c'est un outil très fruste, c'est-à-dire que nulle part, même dans les émissions enfantines, pourquoi à un moment l'animatrice ne vient pas dire mais combien de temps tu regardais la télévision aujourd'hui, comme sur la BBC, et si tu éteignais la télévision pour faire quelque chose de bien plus intéressant à la place. On va pas s'aborder quand même. Pourquoi pas, je veux dire, pourquoi pas une télévision qui respecte le public, c'est déjà quelque chose d'important. Et aujourd'hui, on a l'impression que les choses sont faites un peu au hasard. Peut-être que les responsables de programme pourraient dire des choses. C'est-à-dire que c'est la mode, c'est la loi du marché. Vous disiez tout à l'heure, monsieur, que la télévision est le reflet de la vie, pas du tout. Alors là, vraiment, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'on voit le dimanche, par exemple, sur l'ensemble des chaînes publiques en France, il y a 17 téléfilms policiers américains. Il y a des milieux sociaux qu'on ne voit plus jamais à la télévision. Les agriculteurs, le monde rural, le monde ouvrier, ça a disparu de la télévision. Au contraire, la télévision a schématisé les choses, c'est aligné vers le bas, elle s'adresse à un public moyen. Vous disiez que les gens aiment la violence, mais pas du tout. Je crois qu'il faut que les responsables de chaîne respectent le public. Nous, téléspectateurs, nous ne sommes pas des gens idiots. Nous aimons la qualité, nous n'aimons pas la violence, mais il y a une fascination pour la violence. Et je dis à un moment dans mon livre, la mauvaise télévision chasse la bonne. C'est-à-dire que dans la course à l'audimat, on va draguer les 5 ou 10% de téléspectateurs qui changent d'une chaîne à l'autre pour voir de ce qu'il y a de plus racoleur, pour voir ce qu'il y a de plus violent, pour voir du sexe. Et donc pour draguer cette marge de téléspectateurs, on fait un renchérissement vers la médiocrité. Il faut réagir contre ça. Je crois que les chaînes publiques ont une responsabilité très forte pour tirer les programmes vers le haut. La chaîne privée a cette même responsabilité d'ailleurs. Non, parce qu'elle est là pour gagner de l'argent, la chaîne privée. Enfin, je veux dire, donc je comprends que les chaînes publiques ne peuvent pas tout d'un coup dire on va laisser aller les autres et puis nous on va être bien loin derrière en programmant des films sur les milieux paysans par exemple. Donc ça, je ne crois pas qu'on peut dire ça. Je crois qu'il y a une véritable responsabilité du programmateur. Mais lorsqu'on est dans un pays comme la Belgique, où il y a tous les soirs la possibilité de voir 6 chaînes francophones, si Télé 21 émet un programme, je veux dire, le choix existe. Ce soir, il y avait Mad Max, il y avait une comédie sur RTL TVI. Les gens qui n'avaient pas envie de voir ce type de violence-là pouvaient regarder une comédie. Je ne sais pas ce que les autres chaînes programmaient ce soir, mais je ne pense pas que c'était des films violents, en tout cas pas de ce type-là, puisqu'ils sont interdits en France. Donc je crois que c'est certain qu'en tant que programmateur, on a une responsabilité, mais que cette responsabilité, à un certain moment, et là j'embraye entièrement sur ce que vous avez dit dans votre première partie d'exposé, c'est qu'à un certain moment, les parents doivent être à nos côtés. C'est-à-dire que nous, on peut se porter garant qu'aux heures de grandes écoutes et aux heures où sans doute on sert parfois de babysitter, on offre des programmes que tous les enfants peuvent voir. Il y a un certain moment où les parents doivent prendre le relais. À partir de 21h, on peut considérer que les enfants sont couchés. Donc c'est aux parents à dialoguer avec leurs enfants et à savoir s'ils peuvent ou s'ils ne peuvent pas regarder ou à changer de chaîne. Je crois qu'il y a un moment, le programmateur ne peut pas avoir toute la responsabilité du monde à partir d'une certaine heure, je pense. Je voulais quand même dire aussi à M. Weiss qu'il existe encore des programmes pour enfants, aussi bien à la RTBF qu'à RTL TVI, avec de la production, mais ça existe encore. Et pas des productions européennes. Non, on fait des productions belges. Ce sera pour le Grand Marché de 93. Il y a un grand projet au niveau de l'Europe d'ailleurs, qui est en cours d'élaboration, qui s'appelle Eureka. Et vous le savez, vous le connaissez aussi bien que moi. Et moi, je fonde de grands espoirs sur ce projet. Je crois que nous donnerons à l'audiovisuel, aussi bien le cinéma que la télévision, la possibilité, dans les 2 années à venir, de sortir de soi-même et de trouver les moyens de produire des productions. Je crois que nous avons dans nos pays européens beaucoup de créateurs qui n'attendent que le moyen de se manifester. Oui, d'accord. Il faut leur donner la possibilité de le faire. Alors le problème, c'est évidemment toujours ce foutu argent. Eh bien, le Eureka y aidera. Et je crois que M. Nayart sera heureux un jour de constater que Eureka lui permettra de produire mieux et plus de programmes de qualité sans vulgarité, car c'est ça que tout le monde veut. Bon, il faut quand même être clair. Pour le moment, les dessins animés japonais, c'est ce qui coûte le moins cher. Il y en a même certains qui sont offerts. Ouais. Offerts parce qu'ils servent de support commercial. Est-ce qu'à la RTB ou à RTL TVI, on passe des dessins animés qui sont offerts par une firme qui va par ailleurs commercialiser des jouets? À RTL TVI, je ne sais pas, je ne pense pas. Non, mais à RTBF, répondez pour nous. RTBF, non, en tout cas, non. Bon, on les refuse. La réponse est fort belle, non. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suffisamment de qualité ou parce qu'ils sont insupportables? À mon avis, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de qualité. En plus, si on parle du domaine précis des dessins animés, nous avons, je pense, nous ne sommes pas vertueux dans tous les domaines, mais dans le domaine des dessins animés, en tout cas, nous avons une longue tradition de purisme en cette matière. La responsable
de ce type de programme a toujours été extrêmement vigilante, a refusé, offert ou non d'ailleurs, car autrefois ils n'étaient en tout cas pas, ils étaient achetés, maintenant ils sont peut-être offerts, mais autrefois ils étaient achetés, et elle a toujours refusé ce type de programmation, au détriment parfois de l'audience, car ces chères petites têtes blondes, lorsqu'elles réclament à corps et à cri les feuilletons japonais ou Dorothée, il est parfois, il faut le dire, extrêmement difficile pour les parents de résister, revenant de leur labeur quotidien, de résister à ces chères petites têtes blondes qui veulent absolument passer sur la deuxième ou la troisième ou la première chaîne de la concurrence. C'est pas toujours extrêmement simple. Non, mais est-ce que c'est pas possible en réalité maintenant, dans l'état actuel de nos moyens, de produire des programmes pour enfants convenables? Bon, la preuve, à la RTBF, elle est là. On supprime on peut élargir le problème. Bon, tout qui lit les journaux ce matin, hier, etc., voit que les chaînes de service public, la nôtre en tout cas, ont certains problèmes. C'est vrai que les chaînes de service public ont, à mon avis, essentiellement deux gros problèmes. Le premier, c'est de devoir entretenir des chaînes généralistes. Ce sont des chaînes qui coûtent cher, il faut faire plaisir à tout le monde. C'est la définition de la chaîne généraliste. Si on fait beaucoup de programmes pour enfants, les gens du troisième âge vous écrivent pour vous dire qu'on ne fait pas assez pour eux. Si on diffuse trop de sport, les femmes ne sont pas contentes. Si on n'en diffuse pas assez, c'est les hommes qui ne sont pas contents. Et quelque part, tous ces gens ont raison, puisqu'ils disent « nous payons, donc nous avons le droit tous d'être satisfaits ». Deuxième problème des chaînes de service public, là j'ai un trou. Ah ben on parlait de la production de programmes, justement, parce que bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que d'acheter des dessins animés? Eh bien, je vais vous annoncer un grand scoop ce soir, c'est que au cours du conseil d'administration qui s'est tenu cet après-midi dans la maison, nous avons décidé de refaire un effort pour les émissions enfantines, pour la présentation des émissions enfantines, et essayer de réactiver une production propre. Oui, mais enfin bon, la concurrence est telle que... Est-ce qu'il est difficile de... Je voudrais revenir à une question qui a été posée tout à l'heure et qu'on a un petit peu éludée, qui me paraît quand même très importante et qui sous-tend tout votre livre. C'est que dans la production actuelle pour enfants, qui n'est en effet pas une production européenne pour des raisons économiques, il y a une représentation de la société que certaines personnes ont qualifiée de la loi du plus fort, du héros qui a perdu son sens moral, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a une réaction nécessaire de la part des Européens pour rétablir une autre image, un autre idéal à offrir aux jeunes? Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs lié au problème de la production. La production, elle sera possible que si aussi les pays européens se mettent ensemble. Est-ce que vous pensez vraiment qu'en regardant, par exemple, Dorothée et ses dessins animés, on crée une génération d'enfants qui sont partisans de la loi du plus fort, qui s'identifient à des héros qui sont brutaux, pour qui la fin justifie les moyens? Oui, je crois, parce que le problème, c'est qu'on n'achète que les fonds de tiroir étrangers. Il ne s'agit pas non plus de tomber dans la xénophobie et d'avoir un complexe de supériorité. Le problème, c'est qu'on n'achète que ce qu'il y a de mauvais au Japon, et qu'on achète les téléfilms policiers américains, souvent les plus mauvais, à quelques exceptions près. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces dessins animés japonais? On voit l'apologie du crime, on voit l'apologie de la force, il n'y a plus ni bon ni méchant, tout le monde se tape dessus. L'autre jour, j'ai regardé Muscleman, par exemple. Alors, Muscleman, c'est très simple, c'est deux personnages un peu fantasmatiques, mi-humains, mi-fantasmagoriques, qui se cognent dessus dans un stade. Puis tout autour, les gens hurlent à la mort, donc quand il y a quelqu'un qui meurt, tout le monde se lève, les filles, toujours aussi nunuches, se mettent à hurler, à applaudir. Et donc, les personnages se succèdent, il y en a un qui tue l'autre. C'est tout, c'est la seule histoire. Alors, par exemple, vous avez ça, vous avez donc un personnage accroché dans les cordes du ring, l'autre qui arrive avec le plongeon japonais, les trucs du coup de poing américain sortent. Alors, on empale le type, on retire les coups de poing, le sang dégouline, le type s'écroule, la foule en délire applaudit. Et donc le type qui est tué a une tête en forme de tasse à thé et il a un liquide de vie dans sa tasse à thé. Alors il tombe, le liquide de vie commence à couler, le méchant prend la tasse à thé, boit le liquide de vie et le type est mort. Donc le héros a gagné, tout le monde est debout, applaudit et le suivant rentre. Et vous pensez que c'est plus pernicieux que les cow-boys indiens? Oui, parce que dans les cow-boys indiens, il y a un gentil et il y a un méchant. En général, le gentil est moins violent que les autres. D'ailleurs, c'est
le reproche qu'on peut faire à Mad Max. On pouvait faire le même film avec les mêmes effets spéciaux, les mêmes véhicules fantastiques, mais avec un héros non violent. Le problème, c'est que quand le héros devient aussi violent que le méchant, il n'y a plus de point de repère. Et l'autre problème, c'est que quand vous avez une banalisation du crime, du trafic de drogue, de la prostitution, maintenant dans n'importe quel téléfilm, vous avez une prostituée, vous avez un viol, l'après-midi, il y a des viols l'après-midi maintenant sur les chaînes de télévision. Moi, je trouve ça intolérable. Je pense que les femmes en ont vraiment assez de la violence sexuelle qu'il y a en ce moment sur les chaînes, il faut le dire, sans paraître pour des bigotes. On n'a même plus le droit de dire ça sans passer pour une bigote, c'est quand même inacceptable. Et je trouve que dans ce fatras, cette absence de hiérarchie des choses, comment voulez-vous aujourd'hui qu'un jeune qu'on met en prison pour un vol d'autoradio s'y retrouve alors que toute la journée à la télévision, il a du trafic de drogue, des banques braquées, des assassinats, c'est pas possible. Je sais que dans mon livre, à un moment, les jeunes, les juges des enfants, qui d'ailleurs bien souvent observent que les jeunes délinquants regardent énormément la télévision. Peut-être à cause de ce que je disais tout à l'heure, de cette fuite de leur malheur devant la télévision. Les jeunes arrivent devant les juges, vous savez comment ils appellent les juges votre honneur, qui est une expression américaine, typiquement américaine, c'est-à-dire qu'ils sont imbibés de cette culture qui n'est pas la leur, ils n'ont plus de point de repère, et s'ils sont délinquants, c'est parce qu'ils n'ont pas l'amour de leurs parents autour d'eux. Donc ce sont les jeunes les plus fragiles qui subissent les effets d'une mauvaise télévision. Pour ça, je crois que l'exigence d'une bonne télévision, elle profitera d'abord aux plus défavorisés aussi, et c'est pour ça que c'est important. Bon, selon quels critères pour faire une bonne télévision? C'est probablement la question suivante. Mais oui, justement, Françoise, beaucoup de réactions sur la manière dont on fait les programmes. L'escalade dans la dégradation va-t-elle s'arrêter, nous demande un pensionné. Pourquoi ne revient-on pas à des dessins animés qui sont vraiment destinés aux enfants? Et bien entendu, beaucoup de téléspectateurs nous parlent des projets de suppression de Nooba Nooba. Question d'une puéricultrice, je suis choqué par le genre de dessin animé que l'on diffuse actuellement sur les chaînes de télévision. De mon temps, on regardait Babar et Nounours. Alors, question précise, j'en viens au fond maintenant. Est-ce que ce sont les goûts des enfants qui se modifient ou plutôt les intérêts commerciaux qui priment? Comment fait-on pour déterminer le pourcentage d'audience et quel est le rôle de l'audience dans le choix des programmes? Alors, chaîne privée, chaîne publique, seules les TV commerciales peuvent passer le genre de film que l'on a vu ce soir. Les chaînes publiques ont un devoir à respecter, à prendre la paix et à prendre les bonnes manières. Question précise à M. Nayart, comment peut-il justifier le choix du film de ce soir alors qu'il s'agit d'une soirée familiale? Enfin, un groupe contre la violence à la télévision, un groupe de Braine-l'Alleud, nous demande de quel recours les téléspectateurs ont pour faire pression contre la diffusion de programmes violents à la télé. Bien, Alain Nayart, comment est-ce que vous justifiez? Évidemment, pour illustrer le débat, passer un film de Bonhomé, Petit Lapin ou un gros nounours. Je pense que ça ressortait quasiment ce soir de la convention. Oui. J'avoue que le producteur de l'émission m'a téléphoné cet après-midi en me disant: est-ce qu'on ne mettrait pas le carré blanc sur le programme? Ça m'a paru vraiment ressortir de la plaisanterie. Non, je crois que ça avait été présenté comme tel dans les programmes, qu'on peut le considérer comme exceptionnel. Et pourquoi est-ce que le carré blanc est devenu exceptionnel? Avant, il y en avait beaucoup plus souvent. On a dit, j'ai lu récemment dans la presse que le carré blanc était tombé en désuétude, ce qui est totalement faux. C'est pas vrai du tout. Par exemple, cette année, nous avons utilisé 4 ou 5 fois pas beaucoup, hein, le carré blanc. Nous ne voulons pas non plus le banaliser. Pour être clair, nous avons une sorte de hiérarchie dans les précautions qu'on prend vis-à-vis du téléspectateur. Dans les annonces, il y a ce qu'on appelle les réserves implicites, les réserves explicites et le carré blanc. Bon, alors, en 2 mots, techniquement, oui, je vous explique. Les réserves implicites, c'est dire aux gens, ça peut choquer éventuellement tel ou tel public, donc c'est plus ou moins soft. Dans les réserves explicites, on cite le terme réserve, c'est-à-dire que la RTBF s'implique et dit « nous émettons des réserves sur le programme que nous allons diffuser ce soir ». Et puis, il y a le carré blanc. Vous l'avez dit tout à l'heure, en terminant votre introduction ou en reprenant après le film, je ne sais plus, ça a affaire du public parce qu'on a fait des réserves. C'est une des raisons pour lesquelles on n'abuse pas du carré blanc. Le carré blanc attire le public. Qui peut paraître, effectivement, et qui a, il faut le reconnaître, un côté un peu racoleur. Ici, je voudrais même faire une parenthèse, parce qu'on a beaucoup parlé des enfants. Disons tout de même un mot des adultes. Et je suppose que s'ils ont l'attitude qu'ils ont, ils peuvent aussi l'avoir éventuellement vis-à-vis de leurs enfants. Tous les gens qui s'intéressent au programme, qui manient les sondages, etc., connaissent une loi
tout à fait immuable qui veut qu'en général, quand on diffuse un programme, il perd un certain volume d'audience au fil de sa diffusion. Et c'est tout à fait normal, l'heure passant, certains sont fatigués, vont se coucher, d'autres ne reconnaissent pas tout à fait dans ce programme ce qu'ils en attendaient, donc vous démarrez à 15% d'audience, puis au fil des minutes, vous tombez à 15, 13, 12%. Dans le meilleur des cas, vous perdez 20 ou 30% d'audience seulement, vous êtes très content. Et puis alors, il y a un indice de satisfaction. Quand les gens ont à côté le programme qu'ils regardent, on s'aperçoit que plus le temps passe, plus la cote augmente. Et c'est bien normal, puisque les gens qui restent sont en principe les plus concernés, ceux à qui ça plaît, et donc le public diminue et la cote augmente. Eh bien, quand il s'agit de violence, de sexe ou de programmes dits de morale, le phénomène est totalement différent. Vous avez, primo, une audience record. En général, il faut bien le dire, il y a beaucoup de gens qui viennent pour le voir. Deuxièmement, cette audience est extrêmement stable. Les gens sont curieux, mais ils continuent à regarder. Jusqu'à la fin. Mais alors, ce qu'il y a de plus stupéfiant, c'est qu'ils cotent très bas. Ils trouvent ça dégueulasse, mais ils n'en perdent pas une minute. Et ce sont les mêmes qui, le lendemain, vous téléphonent ou vous écrivent en disant « C'est dégueulasse, comment pouvez-vous diffuser des programmes pareils ?» Mais je vous dis, ils n'en perdraient pas une miette. Donc il faut tout de même tout relativiser. Il y a là-dedans une certaine part d'hypocrisie. Et je suppose que dans le chef de ces gens-là, ça peut aussi éventuellement se répercuter. La liberté existe quand même toujours de ne pas regarder un programme. La liberté existe toujours, je pense, de ne pas regarder un programme. On a l'air de peu la tenir en compte dans ce débat. Alors comment est-ce que vous justifiez, répondez à la question du spectateur, qu'on ait passé Mad Max ce soir à 20h? Ah mais non, ça je crois que j'ai répondu. C'était quasiment de convention. On a fait un débat sur la violence, et bien tout à fait exceptionnellement, nous avons passé un film violent. En tant que chaîne publique, nous avons fait exception à notre devoir? Nous avons fait, je crois, exception. Il me semble que nous ne diffusons pas plus chaîne publique que privée d'ailleurs, en Belgique, de films extrêmement violents. On pourrait revenir au code... il n'y a plus de comité éthique à la RTBF. Il n'y a plus de comité éthique. Il a existé un comité qui s'appelait autrefois Comité pour les convenances morales. Alors rien que l'expression paraît un petit peu désuète aujourd'hui, et c'est triste parce que participer à ce comité dans les années 60-70, des gens extrêmement estimables, on avait fait une assemblée de professionnels de la RTB, et vraiment, je souris, mais je n'ai pas raison de sourire, et de professeurs d'université extrêmement estimables, dont certains sont devenus députés, sénateurs et même ministrables aujourd'hui. Et ce comité se penchait sur des problèmes donc d'éthique, de morale, sexe, violence, et j'ai hérité en tant que directeur des programmes des dossiers de cette commission, et on trouve là-dedans des choses absolument extraordinaires. Je vous dirais par exemple, parce que les conceptions de sexe moral évoluent à une telle rapidité, et ce qui explique un peu qu'il est très difficile de vouloir légiférer dans ce domaine. Oui, on va y venir. En 75, un des plus gros dossiers que j'ai trouvé dans ces archives, c'est en 1975, Pierre Perret qui avait chanté le Zizi dans une émission pour enfants l'après-midi. Alors ça a fait un scandale extraordinaire, le Zizi, vous vous rendez compte, on parlait du Zizi à 4 heures de l'après-midi pour les enfants. C'était un dossier extraordinaire. Mais il y a, en tout cas en Belgique, un dossier beaucoup plus connu, ça je pense que beaucoup de gens s'en souviendront, c'est le dossier À bout de souffle. Oui, là, André Vest peut en parler. Il a manifesté. Le film datait, je crois, de 59, si je ne m'abuse, et on l'a diffusé en 62, il y a toujours ce délai de diffusion à la télévision. Et ça a été vraiment une grande affaire. Une grande affaire, il y a eu une campagne de presse, il y a eu des centaines de lettres, de coups de téléphone, il y a eu des interpellations parlementaires contre la diffusion de ce film. Et je dis, c'était en 62, et si ma mémoire est exacte, on l'a rediffusé en 69. 7 ans après, il n'y a pas eu, j'ai recherché dans les dossiers, il n'y a pas eu une lettre, il n'y a pas eu un coup de téléphone. Alors, ce sont quand même des domaines, je sais qu'on déborde un peu, c'est plus vraiment la violence, c'est les convenances morales, là, c'est le sexe, etc. Mais enfin, ça relativise un petit peu les choses aussi. Oui. Je voudrais ajouter ceci. L'affaire À bout de souffle a fait couler beaucoup d'encre et a fait monter beaucoup de députés au tréteau. Mais ce n'était pas pour, ne confondons pas, ce n'était pas pour interdire la diffusion du film, c'était pour réclamer sa diffusion. Vous avez reçu, vous, RTBF à l'époque, à la suite d'un article paru dans un journal de province qui incitait les abonnés de ce journal d'écrire à la RTBF. Vous avez plié devant 2 lettres pour
postposé, d'abord arrêté la diffusion d'À bout de souffle, je m'en souviens très bien, et il a fallu que la Sèvres-Hagen amène le flot des étudiants de l'ULB, place Flagey, pour réclamer, à coup de calicot, la diffusion du film. Vous avez diffusé le film, il est passé, et il est repassé plusieurs fois. Souvenez-vous, dans le même temps de l'affaire du sinistre Truffaut, homme sans talent sans doute, Jules et Jim. Oui. Encore une fois, vous avez canné devant des censeurs en puissance, devant peut-être des curés de province qui vous influençaient. Et je crois même que c'est de cela qu'il s'agissait. Je suis là pour dire la vérité. Oui. Et Jules et Jim est tout de même passé. Encore une fois, je me souviens d'un ami sénateur socialiste qui s'est battu et qui pendant des mois a réclamé la diffusion du film. S'il n'y avait pas dans ce petit pays des censeurs et des hypocrites, autant qu'il y en a, nous serions beaucoup plus loin. Nous n'aurions pas le débat de ce soir. Vous n'auriez pas les ennuis que vous rencontrez chaque jour, aussi bien à RTL TV qu'à la RTBF. Mais pourquoi? Quel genre d'ennuis? Les ennuis qui font qu'on vous reproche. On nous critique. On vous critique beaucoup trop. Moi, j'estime qu'en réalité, il y a une seule solution. C'est de permettre à vous et aux autres, à vos collaborateurs, à vos confrères de travailler et de leur faire confiance, de faire appel à leur sens des responsabilités, à leur dignité, pour demander qu'ils évitent la chose la plus horrible, c'est la vulgarité. Je crois qu'il faut faire confiance aux gens de la télévision et de la radio, parce que nous allons nous acheminer tout doucement vers une sorte de code de pudeur, une sorte de retour du code ICE que les Américains ont connu avec horreur, et nous approchons à pas. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien dans votre intervention. Vous dites, vous avez programmé, et puis en substance, vous dites, vous avez failli canner vis-à-vis de pression, oui. Et puis c'est grâce à d'autres gens qui vous ont contraint de programmer. Non, je vous rappelle que notre programmation nous appartient. Jamais personne, non seulement ne nous a interdit de diffuser, mais a priori, a fortiori, ne nous a imposé. Vous n'avez pas posé. Donc nous avons été, Dieu merci, soutenus par des gens. C'est un peu d'histoire ancienne. Hein. Bon, il est évident que, manifestement, les mœurs évoluent qu'on ne se battrait plus ce soir sur la diffusion d'À bout de souffle, que nous parlons de choses qui apparaissent quand même encore comme difficiles à supporter pour les téléspectateurs. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de Ligue de vertu, on parle d'audimat et de dictature de l'audimat. Alors, Viviane Godefroy, l'audimat, c'est une espèce de monstre, ou bien au fond, c'est le public? Alors, c'est le public. Hein? L'audimat, c'est le public. Parce que Ségolène Royal parle de la dictature de l'audimat. Les gens qui sont pour une réglementation présentent l'audimat, le CIM, ou enfin tout moyen de sondage comme une espèce de monstre immatériel qui impose les choses aux gens. Alors, pour me faire l'avocat du diable ou de la télévision, je dirais, finalement, l'audimat, c'est le plaisir des gens. À l'audimat, c'est le plaisir des gens. Est-ce qu'on doit nécessairement se battre contre l'audimat pour avoir une valeur morale? C'est-à-dire que c'est le plaisir des gens tout en sachant que ces gens avaient le choix. Donc moi, je crois que c'est très important de se dire que le choix était offert ce soir et que ceux qui ont regardé, et ils sont sans doute à parier 1 sur 3 de ceux qui regardaient la télévision francophone ce soir, ont pris plaisir, ou en tout cas ont choisi de regarder ce soir Mad Max. Non. Donc je veux dire, c'est en tout cas leur reflet. Est-ce que vous êtes partisan, pour en venir aux conclusions du livre de Ségolène Royal, est-ce que vous êtes partisan de l'établissement de règles concernant la diffusion de la violence? Il y a eu cette tentative de charte française dont je parlais en commençant l'émission en France, une charte qui n'a pas été signée par TF1, où on peut lire quand même des choses assez étonnantes, notamment dans la déclaration d'Antenne 2, qui demande instamment aux diffuseurs, c'est-à-dire à TDF et aux fabricants de télévision, de prévoir un système de verrouillage qui permettent d'empêcher la réception de programmes lorsqu'on estime qu'ils pourraient éventuellement choquer quelqu'un. Alors qui va décider de verrouiller? Qui va décider quand on suit une bonne conduite ou pas? Ségolène Royal. Non, c'est pas vraiment ça, c'est une clé parentale. Oui. Pas nécessairement, parce que la chaîne pourrait elle-même envoyer un signal qui permet à celui qui reçoit en disant ce que nous diffusons pour le moment est horrible, ne le regardez pas. C'est une sorte de clé parentale. Oui, c'est une manière d'aider les parents. Ça. Mais c'est aussi une manière de choisir ce que les enfants peuvent voir ou pas. Oui. Vous êtes partisan d'une charte européenne de bonne conduite. Est-ce que vous croyez que c'est praticable? Je pense qu'on vit dans un monde qui a besoin de règles éthiques.
Et contrairement à ce qui vient d'être dit, je pense qu'il n'y a plus aucun risque de censure. Et au contraire, ceux qui réclament une télévision de qualité... Vous vouliez des coupures dans le film? Oui, mais des coupures volontairement organisées par les producteurs de films et par les programmateurs. Qu'est-ce qui vaut mieux, supprimer tout film à 20h30 ou supprimer un film dont on supprime les scènes de racolage avec les programmateurs de chaîne et le réalisateur du film? Ça se fait dans certains pays. Jamais, je préfère choisir de ne pas programmer Mad Max, mais je ne sais pas pourquoi je désarmerais la première, parce qu'alors il faudrait d'abord que mon concurrent direct décide aussi. Je crois que là, on programmer Mad Max, mais je préfère ne pas programmer Mad Max que de devoir couper dans ce film-là ou dans un autre. Non, mais c'est une solution parmi d'autres. Moi, je pense qu'il faut mettre tout sur la table et voir comment améliorer les choses. Parce que c'est ça que veut le public. Un règlement européen, mais je pense que l'ensemble des pays européens est confronté à ce problème-là. C'est-à-dire qu'il y a un refus quand même de l'escalade de la violence. Ou bien, si on veut que nos chaînes de télévision demain diffusent 15 000 meurtres à l'année au lieu des 7 000 auxquels on assiste aujourd'hui, il faut le dire. Moi, je ne suis pas d'accord. J'estime en tant même que député, j'estime qu'on doit réfléchir au moins et contraindre les responsables de chaîne à avoir des obligations de service public. Quand vous dites que l'audimat, c'est la satisfaction des gens, mais c'est archi faux. Qu'est-ce que c'est? C'est ça qui est scandaleux, c'est de penser que les gens, parce qu'ils sont devant leur télévision, ils choisissent. Non, les gens regardent quelque chose et donc comme ils sont comptabilisés dans l'audimat, ils sont censés l'approuver. Mais c'est une atteinte incroyable quand même. Ils sont comptabilisés 15 secondes par 15 secondes. Donc s'ils sont là 15 secondes, mais ce n'est pas parce qu'ils regardent, on l'a vu tout à l'heure, mais ce n'est pas parce qu'ils regardent qu'ils sont d'accord ou qu'ils apprécient ce qu'ils regardent. Décider pour eux. Mais je pense que tant que le système d'audiométrie en Belgique, auquel la RTBF et nous-mêmes sommes ralliés, enregistre les pulsions des gens devant leur téléviseur. C'est ça qui est grave. 15 secondes par 15 secondes. Ce que vous dites, une télévision qui flatte les pulsions ou qui se contente de mesurer les pulsions. Les pulsions sur un bouton. Oui, mais la pulsion sur un bouton. Mais c'est ça aussi. Les pulsions agressives. Non, mais c'est sans doute ça. Parce que le racolage, le sexe et la violence à la télévision, c'est des programmes qui flattent les pulsions humaines. C'est pour ça que les gens le regardent. C'est pour ça que les gens le regardent même s'ils n'apprécient pas. Je pense qu'on doit respecter le téléspectateur et estimer qu'il n'est pas parce qu'il est idiot, c'est parce qu'il regarde et qu'il n'apprécie pas qu'il est idiot. Je crois que c'est quand même... Je pense que ce qui biaise le débat, c'est que c'est la loi de l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'audimat, pour faire rentrer la publicité, c'est le facteur dominant de la mesure du téléspectateur à cause de la loi de l'argent. Alors pourquoi, dites-moi à ce moment-là, pourquoi est-ce que l'audimat n'est pas un peu plus subtil et ne mesure pas le degré de satisfaction du public? Il le fait dans nos sondages. Oui, mais ce n'est pas ce qui est pris en considération pour calculer les prix de la minute de publicité. C'est le nombre de téléspectateurs. C'est là où le téléspectateur est piégé. Il suffit qu'il soit devant son poste. Il n'est pas piégé parce qu'il peut très bien censurer sa chaîne de télévision. Mais il peut aller voir une comédie. Et je crois aussi qu'il faut croire que le téléspectateur est intelligent. Moi, je ne suis pas sûre que le film comme Mad Max ne sera pas un film que dans 5 ans, plus personne ne voudra voir. On en discutait tout à l'heure en regardant Mad Max. On s'est dit c'est un film des années 80. Pour l'instant, il semble que des films qui sont plus d'aventure, comme Crocodile Dundee, et notamment moins violents, fassent plus d'audience que Mad Max. Les Rambo, Commando et autres Mad Max sont peut-être des films des années 80. Le téléspectateur est peut-être en train de changer. Non, regarde ce qui se passe aux États-Unis. Si on suit cette pente, on aura une télévision hyper violente. Aux États-Unis, on a un retour des ligues de vertu pour le moment. Absolument. Elles n'ont jamais rien pu empêcher. Qui incite les grosses firmes à supprimer leur publicité, par exemple parce que Alf, l'extraterrestre qui passe là, parce qu'il dit qu'il aime manger des chats, du coup il n'y a plus de publicité pour la nourriture pour animaux, et puis ça va très très loin. Parce que oui, mais enfin, vous savez, la liberté de création, elle a bon dos. La liberté des créateurs, elle a bon dos. Moi, je cite plusieurs exemples. Écoutez, un programme de Noël. Papa Noël descend du ciel avec sa hache sur son dos. Un conte immoral pour une veillée de terreur. Ça, c'était pendant les vacances de Noël. Un père fouettard sadique et cruel qui décapite et empale remplace le Père Noël. Dans quelle émission? Alors, dans un film. Bon, oui. Ensuite, des soldats américains pendus par les pieds. Les méchants hommes jaunes leur attachent la tête dans un sac. Dans le sac, un rat. On enlève le sac. Les têtes sanguinolentes à moitié dévorées et nucléées. Dans la bouche, le rat à moitié enfoncé s'agite et achève son repas. C'est un supplice chinois qu'on a décrit déjà dans Mirko. C'est ça, la liberté des créateurs. Alors écoutez ça à bon dos, la liberté des créateurs. Monsieur Lezen, vous voulez intervenir là, en tant que psychologue?
psychologue. Je voulais intervenir en tant que psychologue, pas moraliste ou politologue, mais parce que jusqu'à présent, on a recommandé 3 choses, somme toute, à part de meilleurs programmes. On a dit l'interdiction, on a parlé de la censure, on a parlé de la discussion. Alors très rapidement, l'interdiction ou l'information, le carré blanc notamment, alors, ça revient exactement au même. Alors, comment dire, si vous interdisez, ça ne marche pas. Au contraire, le fruit défendu, ça existe et c'est montré scientifiquement. La censure, si jamais les gens qui vous regardent savent que le programme est censuré, alors je ne parle pas de valeur morale ni de quoi que ce soit, ça provoque des effets beaucoup plus forts que si les images elles-mêmes avaient été montrées. Donc la censure ne marche pas non plus. Les informations, on va dire qu'il y a autant de viols, de meurtres, etc. Comme on l'a dit, et là les chiffres sont également le prouvent, vous augmentez l'audimat. Que ce soit maintenant la signification que l'on donne à l'audimat. La discussion. Alors la discussion, oui, ça pourrait très bien marcher. Et on voit qu'en ce qui concerne la violence, en tous les cas, si les parents ont l'occasion de discuter avec les enfants, ils diminuent l'activité de leurs enfants, ils diminuent l'agression. Mais combien de parents discutent avec leurs enfants? Le programme Sesame Street, justement, a été créé pour pallier l'absence de jardins d'enfants gratuit aux États-Unis. Donc une très bonne initiative de la télévision. Mais quels ont été les résultats de l'introduction de Sesame Street? C'est en ont profité les enfants qui allaient déjà dans les jardins d'enfants, qui pouvaient discuter avec leurs parents, et les autres, comme on l'a dit tantôt, les parents n'étaient pas là. Donc jusqu'à présent, on n'est pas venu encore avec des solutions très positives. Je voudrais me tourner vers le médecin et le pédiatre, puisqu'on reparle de la responsabilité des parents. Dans son livre « Violence à la télé, l'enfant fasciné », Liliane Lursa fait une enquête dans les écoles. Et alors, il y a quelque chose qui est quand même très très frappant, c'est que quand on demande aux enfants ce qu'ils préfèrent, regarder la télévision ou bien aller jouer dehors, aller au cirque avec les parents, faire une promenade avec les parents, aller à l'école ou même aller faire les courses avec la mère, tous préfèrent ça à regarder la télévision. Mais il est clair que c'est vraiment, on le disait tout à l'heure, c'est devenu une babysitter un peu obligée et les enfants sont un peu pris au piège, un peu comme un lapin dans des phares d'une voiture, et c'est vrai que ça fonctionne un petit peu comme ça aussi, qu'ils soient satisfaits ou pas d'ailleurs. Donc ils sont fascinés, mais finalement... Bon, ils ne sont pas fascinés, ils ne sont pas toujours satisfaits. Ils n'aiment pas la télé autant que les adultes le croient. Je crois que c'est plus compliqué que ça, mais il est clair effectivement, je crois qu'il l'aime peut-être moins qu'on ne l'imagine souvent. Et c'est souvent une espèce de compagnie obligée et ils n'ont pas le choix et ils se retrouvent effectivement devant ce téléviseur. Ils préfèrent faire quelque chose avec Et souvent, ils préfèrent de loin, effectivement. Et c'est pour ça, quand on parlait des parents et des conseils qu'on peut donner aux parents, il est clair que l'interdiction, c'est sûrement pas la bonne solution. Ni la censure d'ailleurs. Je crois qu'en revanche, proposer d'autres activités, c'est probablement ça, une des façons de résoudre le problème. Alors c'est vrai que c'est compliqué parce que tous les parents ne sont pas forcément là au moment où les enfants regardent la télévision. C'est vrai qu'ils n'ont peut-être pas toujours d'autres propositions à offrir aux enfants, mais il est clair que c'est une des façons. À propos de la violence tout à l'heure, ce qui est très frappant aujourd'hui dans les programmes, c'est que la violence est la seule façon de résoudre le conflit. Vous voyez les gens qui sont en conflit, la seule façon de le résoudre, c'est de recourir à la violence. On revient à l'image morale, ou l'absence d'image morale. Oui, je crois que c'est plus compliqué, enfin c'est à la fois plus compliqué et plus simple. C'est vrai que, bon, il y a un conflit, on se tape dessus parce que, apparemment, c'est la seule solution. L'un des conseils qu'on peut donner aux parents, c'est de proposer d'autres solution. C'est d'arriver à parler, à discuter effectivement avec l'enfant et lui expliquer que c'était peut-être pas la bonne solution, il y a peut-être moyen de résoudre le conflit autrement, différemment, avec d'autres manières, etc. Donc c'est l'encadrement qui est important. Je voudrais revenir au téléphone parce que nous avons un peu abandonné François Reckmans et les téléspectateurs. Oui, justement, les téléspectateurs ont aussi pas mal de suggestions à faire pour les solutions. Un professeur d'école primaire estime que non seulement les films passés à la TV engendrent la violence, mais surtout les dessins animés qui sont bien plus violents encore. Et là, il proteste. Beaucoup de personnes nous ont dit cela. D'accord pour que les films diffusés en principe pour les adultes et des scènes de violence, mais ce qui n'est pas acceptable, c'est qu'il y ait de la violence dans les dessins animés et dans les programmes spécialement destinés aux jeunes. Alors, bien entendu, on a déjà évoqué, pas mal de gens sont pour l'interdiction, pour la censure pure et simple. Une série de téléspectateurs estime que la vraie question, c'est celle de l'heure de diffusion. Je pense que pour le bien des enfants, ce film et les autres programmes violents devraient être diffusés à des heures où il y a beaucoup de chances qu'ils ne les regardent pas. Je ne suis pas contre la violence, j'apprécie
j'apprécie le film, mais c'est l'heure qui me déplaît. Bref, un appel à une sorte de déontologie des télévisions. Enfin, les partisans du laisser-faire, pourquoi interdire? Nous sommes des gens libres, évolués, il faut laisser tout le monde regarder ce qu'il veut, les gens doivent avoir le choix. À force de vouloir montrer aux gens le chemin à suivre, on les aliène. Bien, mais nous revenons à la question de la déontologie. Je ne sais pas si j'ai l'occasion de dire tout à l'heure, dans les télévisions britanniques, notamment à la BBC, il y a un pivot qui est 21h, l'heure à partir de laquelle même les informations peuvent être, disons, plus dures dans leur présentation et les programmes peuvent être changés. Est-ce que ce n'est pas une simple question d'habitude de vie? Est-ce qu'on peut imaginer ça chez nous, Alain Nayart, d'avoir on parle de la Grande-Bretagne, l'heure. les habitudes d'écoute en Grande-Bretagne sont très différentes de ce qu'elles sont chez nous. Il suffit de voir l'heure des grands journaux chez eux. Justement, les grands journaux ont lieu après, quand les enfants sont en principe couchés. Cela dit, moi je ne serais effectivement pas du tout opposé à ce qu'on fixe une heure limite pour la diffusion de films violents. J'ai un petit peu examiné les programmes des autres télévisions européennes ces derniers jours. Dans la perspective de ce débat, je constate qu'en Allemagne, par exemple, les films violents sont du style, enfin pas violents, mais du style enfant non admis, ne sont pas diffusés avant 23 heures, ce qui est une heure tout de même assez tardive. Cela dit, l'Allemagne n'est pas un pays aussi câblé que le nôtre. Alors toute directive, si faible ou si importante soit-elle, doit tenir fatalement compte de la concurrence. On a évoqué plusieurs fois au cours de ce débat le code de discipline qui avait été proposé par Antenne 2 en France, qui a été signé par la quasi-totalité des chaînes françaises, sauf, comme par hasard, par TF1. Mais c'est une exception qui évidemment rend tout le système caduc. S'il y a un seul braconnier dans ce genre de système, il n'y a pas de raison pour que les autres soient pénalisés, chaînes publiques ou privées, mais cela dit, nous ne sommes pas, en tout cas je ne pense pas que chez nous, à la RTBF, nous soyons opposés à un système de bonne conduite qui puisse un code de déontologie par exemple, être partagé avec RTL TVI. Oui, cela dit, au vu des programmes diffusés au cours des dernières semaines, je me suis permis aussi de jeter un petit coup d'œil sur la programmation d'RTL TVI, et je ne pense pas que nous soyons vraiment parmi les pires dans la programmation dans le registre violent. Donc on ne peut pas dire que là, la concurrence est menée à une escalade dans la mauvaise qualité des programmes. Je ne pense pas. On a parlé des dessins animés, je pense que c'est une question qui a déjà été évoquée. Le fait, c'est que la fabrication des dessins animés est étrangère. Vous n'imaginez pas de pouvoir rapidement revoir des dessins animés qui seraient fabriqués en Europe ou en Belgique? Non, difficilement. C'est-à-dire que c'est vrai malgré tout que le dessin animé européen se réveille, et en tout cas en coproduction, est-ce qu'il n'y a pas un changement, par exemple, avec les Américains? Il y a un changement, mais le changement a été également senti par les Japonais. Les Japonais sont en train de faire des remakes de toutes les belles histoires européennes. Je veux dire, Belle et Sébastien, Pinocchio, tout ça, pour l'instant, sont des dessins animés qui sont en train de se faire, sinon qui sont déjà produits par les Japonais. Donc je crois que les Japonais sont aussi en train de sentir ce changement qui se passe pour l'instant en Europe et qui est... Ces dessins animés existent, ils sont actuellement sur le marché, ils sont disponibles. Donc je crois que c'est à nouveau les chaînes qui ont une responsabilité et un choix à faire. Est-ce que ce sont les chaînes ou bien est-ce que ce sera à votre avis le public qui va décider de l'évolution des programmes? Ce sont les deux, mais je crois que déjà, si l'on regarde TF1, les programmes de Dorothée, je crois qu'en 18 mois, les choses ont changé. Je veux dire, il n'y a pas que des dessins animés japonais violents maintenant, il y a aussi des dessins animés de Walt Disney dans les programmes de Dorothée. Donc je crois qu'il y a une évolution également dans ces programmes-là. Donc peut-être est-ce que, ou bien la direction de la chaîne est en train de changer, ou bien le goût des enfants est également en train de changer. Ça, je veux dire, le marché français n'est pas le marché belge, je peux difficilement... Vous croyez qu'il y a moyen de changer le goût du public, docteur Chevalier? Le goût des enfants? On va conclure. Je ne sais pas, d'abord, effectivement, il faut forcément changer le goût. Ce qu'il faut, c'est peut-être proposer des choses qui soient plus satisfaisantes. Il est clair que plus on habitue, et je crois que Ségolène Royal a bien montré dans son livre, plus on habitue les gens au même type de programme, et plus évidemment ils vont rentrer dans une espèce de goût d'habitude pour ces programmes-là. Et c'est vrai que du coup le changement va être difficile. Un changement de comportement, ça ne se fait pas aussi simplement et aussi lentement que ça. En revanche, ce qu'on constate, et je crois que on le voit aussi aux États-Unis, c'est une tendance qui commence à s'inverser tout doucement, et des programmes qui, on sent manifestement, notamment aux États-Unis, une demande différente
On la sent apparemment également en France, on doit la sentir en Belgique, donc je crois qu'il ne faut pas désespérer de voir un petit peu progressivement se dégager une autre demande pour des produits plus de qualité. Qui se fera de façon libérale ou qui se fera par une charte européenne politique et régie telle que vous la souhaitez? Moi, je crois qu'il faut des règles éthiques. Je pense qu'il faut absolument que l'intelligence l'emporte sur la loi de l'argent. Et ça, ce n'est possible que si vraiment il y a une forte volonté de tous les partenaires de la télévision. Je crois que c'est possible et je trouve notamment qu'il est inacceptable que les émissions pour enfants ne soient pas irréprochables. Dire que Dorothée s'améliore, c'est faux. Enfin, tous les après-midi, c'est de plus en plus violent. Elle a reprogrammé les Chevaliers du Zodiaque qui avaient disparu. Il y a Lamu qui vient de sortir où on voit un pauvre gosse transformé en fille parce qu'il n'a pas été sage. Donc on le voit dans sa machine à transformation. On voit ce gamin qu'on met dans une machine, les seins qui commencent à lui pousser, c'est dans Lamu. Ça passe l'après-midi sur Dorothée. Ne dites pas que Dorothée s'améliore. Je n'ai pas vu ce dessin animé. Ce qui n'est pas acceptable, c'est de se dire qu'on met des enfants devant la télévision et certains parents n'ont pas le choix et qu'en plus, il faut contrôler ce qu'ils voient. Ça, c'est pas acceptable. Que les émissions pour enfants ne soient pas irréprochables. Ça, c'est quand même une exigence qui devrait être imposée à toutes les chaînes, privées comme publiques. Il faudra s'en donner les moyens. Je pense qu'on revient toujours au nerf de la guerre, si j'ose dire, en matière de télévision. Mais ça coûte pas forcément plus cher. Regardez, on parlait tout à l'heure des marionnettes. Bon, je suis sûre qu'en Belgique, il y a des équipes de créateurs, d'artistes qui font des marionnettes. En France, il y a une 50aine d'équipes. Ils sont tous au chômage. Pourquoi? Parce que les responsables jeunesse ont décidé que c'était plus à la mode. C'est merveilleux, les marionnettes. Tous les enfants rêvent devant les marionnettes. On n'en voit plus à la télévision. Ça coûte pas cher, ça. Pour voir un ventriloque chez nous avec une marionnette tous les dimanches matins. Oui, on n'a pas. Alors qu'on pourrait faire des spectacles entiers. Ça coûte pas cher. C'est du rêve, c'est de la beauté. Je pense que les enfants ont le droit à la beauté. Il faut que la télévision leur donne ça. C'est très important. Bien, je vous remercie. Il est évident que nous n'allons pas faire ce soir l'unanimité sur ce qu'il faut penser de cette fée télévision qui est parfois présentée aussi comme une très méchante sorcière. Je pense que vous serez d'accord de dire que dans ce débat de société, c'est un peu à chacun, à vous, à nous, à prendre ses responsabilités puisque la télévision est un outil extraordinaire à condition de savoir s'en servir comme adulte et de ne pas démissionner non plus de son rôle de parent. Alors, nous terminons ainsi avec ce débat que nous avons dit typique des années 80. Nous allons terminer cette saison 89 de l'écran témoin. Début janvier, Edmond Blatchen vous proposera le film Agnès of God et un débat intitulé De mal en psy. Il y sera question des médecins de l'âme avec notamment Marie Cardinal et Pierre Rey. Quant à moi, je vous retrouverai le 15 janvier pour faire tenter de faire, en tout cas avec des témoins, une incursion dans le domaine de l'au-delà avec ces étranges récits, tous pareils, que font ceux qui ont approché la mort de près, notamment au moment d'une mort clinique et qui en ramènent des récits très étranges. Alors je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et comme d'habitude, je laisse le dernier mot à Pierre Kroll. Merci à tous.
Le